Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Célèbre et salué pour son œuvre romanesque et ses 2 prix Goncourt, Romain Gary s'était aussi essayé à l'art dramatique et à la réalisation de films. En 1969, reçu par André Bourin dans le 7e des entretiens consacrés au théâtre et au cinéma, l'auteur de La promesse de l'aube revenait sur la manière dont l'avait éreinté la critique pour sa pièce Johnny Cœur et sur l'accueil tout aussi calamiteux reçu par son long métrage Les oiseaux vont mourir au Pérou, un film avec Jean Seberg, Maurice Ronet, Pierre Brasseur, Daniel Darieux et Jean-Pierre Calfon. Cette très mauvaise réception de la critique ne découragea d'ailleurs pas Romain Gary, qui devait récidiver quelques années plus tard avec un 2e long métrage, Police Magnum, avec James Mason et Jean Seberg. Entretien avec Romain Gary, 7e partie, théâtre et cinéma, au micro de André Bourin, première diffusion le 24 juin 1969 sur France Culture. Eh bien aujourd'hui, Romain Gary, nous allons parler d'une expérience qui ne vous sera peut-être pas finalement très agréable à rappeler, c'est votre expérience d'auteur dramatique. Vous avez publié et fait jouer une pièce de théâtre qui s'appelait Johnny Cœur, et on ne peut pas dire que l'accueil a été extrêmement chaleureux. Non, l'accueil équivaut à ce qu'on appelle dans le langage professionnel un bide. Je dirais même que ce fut un bide sensationnel parce que, par exemple, Jean-Jacques Gaultier n'a même pas analysé la pièce. Il a critiqué sévèrement Yvonne Printemps et Pierre Freinet d'avoir accepté que l'auteur se prêtât à une telle production. J'ai été même traité par un critique d'éléphant venimeux. Ce n'est pas très gentil pour les éléphants, en tout cas, parce que les gens leur reprochent beaucoup de choses. D'autre part, la critique, à part Gabriel Marcel, qui a aimé la pièce, a été unanime contre la pièce. Malheureusement, une critique unanimement, si je puis dire, mauvaise pour une pièce, eh bien, cela ne veut pas dire du tout que la pièce était bonne. On ne peut pas s'y fier. Votre opinion? Mon opinion était qu'il y avait beaucoup de choses ratées dans la pièce, et surtout, il était prématuré, en ce sens qu'après les événements de mai, elle aurait été vraiment extraordinairement actuelle, parce qu'il s'agissait précisément d'un contestataire qui fait la grève de la faim pour protester contre à peu près tout. Ceci dit, il y avait des gros défauts à la fois dans la construction de la pièce. Aussi, je crois que l'acteur admirable, qui est François Perrier, n'avait pas vraiment là un rôle pour lui. Je crois qu'il aurait fallu quelqu'un justement tombant mieux dans la catégorie de ceux qu'on a appelés les enragés du mois de mai, et ni par l'âge, ni par la présence, il ne correspondait peut-être à l'extrême jeunesse du personnage. Et je crois que, précisément, Johnny, dans la pièce Johnny Cœur, était un enragé. Il fallait donc un jeune étudiant, si vous voulez. Vous savez, j'ai la plus grande admiration pour François Perrier. C'est un des grands acteurs de ce temps. Ce n'est pas une critique, c'est plutôt une critique de ma pièce, d'ailleurs, puisque je n'ai pas su voir qu'il fallait précisément quelqu'un de 18-19 ans. Mais pourquoi êtes-vous devenu auteur dramatique? D'abord, il y a un besoin chez moi de faire du théâtre. Très profond besoin. Et j'ai d'ailleurs plusieurs pièces écrites que je vais publier. Je ne crois pas que je vais les faire jouer, en tout cas immédiatement. Je laisserai ce choix à la postérité. Et j'aime bien laisser derrière moi une œuvre qui n'aura pas été encore entièrement exploitée, et même ne pas être là, ne plus être là quand elle va se mettre à vivre. J'ai 3 ou 4 pièces terminées que je ne montrerai à personne. Et je vais vous dire quelque chose. C'est une théorie pratique de la vie. On ne peut pas se battre sur tous les fronts. Vous savez, c'est presque un langage militaire. Quand on mène une bataille, et c'est une bataille très rude, une carrière littéraire et une carrière en général, il faut choisir le terrain, le point du front sur lequel on veut effectuer une sortie en masse. Si on se bat sur tous les fronts, on disperse son énergie, ses efforts, et finalement, on est sûr de la défaite. Donc, je dirais même un peu une économie de vie, en quelque sorte, pour la raison pour laquelle je ne vais pas faire jouer ces pièces immédiatement, en tout cas pas peut-être en France pour le moment. Et d'autre part, vous savez, on ne vous pardonne jamais rien dans la vie,
Et finalement, lorsque vous avez été romancier, prix Goncourt, prix des critiques, traduit dans plus etc., vous l'êtes par-dessus le marché auteur dramatique, et auteur de film, mais pour qui il se prend, vous voyez ce que ça veut dire. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Oui. Alors, bon, j'accepte de me retenir, je n'ai pas la soif dévorante de succès. Je n'ai pas besoin de cette espèce d'euphorie constante, de première triomphale, etc. Mais, en effet, je suis fils de comédien et j'adore les acteurs. Je ne me sens vraiment à l'aise que parmi les acteurs. Je ne peux vous expliquer cela complètement. Les acteurs sont des gens pour qui j'ai une véritable adoration, un véritable culte. Ce sont les seuls dont j'accepte à peu près tout. Ils peuvent faire n'importe quelle crise de nerfs, me couvrir d'insultes, comme ce fut le cas pendant le tournage de mon film parfois. Ça ne me fait absolument rien. Pour moi, ce sont des êtres à part, chéris des dieux qui n'existent d'ailleurs pas, qui sont là pour donner, et pour qui j'ai vraiment une très profonde vénération. Et je m'entends admirablement toujours avec eux. C'est très curieux, je n'ai jamais rencontré un salaud parmi les acteurs. Il y en a sûrement. Sûrement. Je veux dire, je ne suis pas tombé sur ce côté chez les acteurs. Alors ça, ce fut donc Johnny Cœur, qui était quand même une pièce surenragée, mais qui, évidemment, a été faite il y a 7 ans, ou 6 ou 7 ans. Alors, vous comprenez, c'était tout ce qu'il y avait de plus prématuré. Ceci dit, je veux dire aussi, je fais quand même mes réserves, il y a eu des défauts de construction dans la pièce. Mais personne n'a souligné ça, personne n'a dit oui, il y a des défauts, mais c'est sa première pièce, ou quelque chose comme ça, non. Et je préfère attendre une autre société, une autre époque, même si je ne suis pas là. Mais peut-être que je n'ai pas de talent pour le théâtre, je n'en sais absolument pas. Mais ces autres pièces que vous avez écrites, est-ce qu'elles ressemblent finalement, en gros, à votre œuvre de romancier ? Oui, par exemple, une pièce qui s'appelle Dans la nature ressemble à un de mes romans. D'ailleurs, il y a même un sujet tout à fait analogue. Dans une autre pièce qui s'appelle La mort en panne, il s'agit de la mort qui tombe en panne et qui ne peut plus tuer. Et je l'ai traité très brièvement dans un chapitre de notre roman. Mais ce sont des coïncidences d'obsession. En ce sens que lorsque vous êtes préoccupé par un sujet, évidemment, il réapparaît sous plusieurs formes. Vous n'avez pas adapté un roman au théâtre ? Pas vraiment, non. Dans la nature se rapproche énormément de mon roman Le Grand Vestiaire, mais là non plus on ne peut pas parler d'adaptation. Je dois dire que j'aime beaucoup le théâtre, mais j'y vais assez rarement. J'allais vous demander justement, allez-vous j'y vais assez rarement. Je ne vais au théâtre que pour voir les acteurs, beaucoup plus que pour voir les pièces. Pour applaudir un auteur. Pour des raisons aussi tout à fait personnelles et qui n'ont au fond rien à voir avec le théâtre. Il m'est très difficile comme professionnel qui donne tout ce qu'il a, c'est-à-dire son propre univers dans ce qu'il écrit, il m'est très difficile, assez contrariant comme écrivain, de me plonger brusquement dans l'univers d'un autre. La forme d'un autre, le langage d'un autre, les personnages d'un autre. Ça m'empêche de communiquer mieux avec mon propre univers artistique. Je vais beaucoup au cinéma. Alors vous me direz pourquoi le cinéma et pas le théâtre ? Eh bien, la raison est très simple, c'est que malgré tout, on n'avait pas de rapport avec la littérature. D'autre part, il y a cet avantage extraordinaire du cinéma, que l'on ne souligne pas assez, qui fait du cinéma ce qu'il y a de plus agréable à cet égard au monde, c'est que lorsque, au bout de 15 minutes, lorsque le film vous ennuie prodigieusement, vous vous levez et vous partez. Ce que je fais tout le temps. En théâtre, on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire par égard pour les acteurs, on ne peut pas le faire, il faut rester jusqu'au bout. Les portes font du bruit. Voilà. Alors, le cinéma est beaucoup plus anonyme, où vous glissez dans le noir, et je le fais tout le temps, ça. Je sors très souvent. Dès qu'un film commence à me courir, comme on dit vulgairement, je sors. Seulement au cinéma, vous n'êtes pas seulement spectateur. Je parle dans votre cas particulier. Vous êtes cinéaste aussi. Vous commencez une carrière de cinéaste. Un film, Les oiseaux vont mourir au Pérou, qui est un développement d'une nouvelle que j'ai écrite sous le même titre dans Les histoires sifflantes. La critique a été évidemment odieuse. J'ai dit évidemment parce que vraiment il suffit de la parcourir. Henri Chapier, dans Combat, commence sa critique, je l'ai pratiquement là, ici, vous voyez, sous les yeux. Il dit, sous sa façade de respectabilité bourgeoise, on se permet n'importe quoi. Ce qui va loin. Autrement dit, je fais peut-être des escroqueries, des balais roses, bleus, ou je vais peut-être violer une petite fille dans un coin, n'importe quoi, ça va très loin. Alors tout ce que j'ai fait, c'est un film. Lacroix a dit que j'ai entraîné
ma femme, puisque c'est Jean Seberg qui était la vedette, j'ai entraîné ma femme au fond de l'abîme. Je vous ferai remarquer que le film est déjà vieux de 18 mois. Car depuis, ce qu'on a vu à l'écran dépasse l'imagination souvent au point de vue la forte obscénité, pornographie ou si vous voulez franchise, et personne ne proteste. Ils ont déjà été immunisés. Oui. Mais moi j'ai pris ça vraiment sur C'est vous qui avez essuyé les plâtres. Alors j'ai vraiment essuyé les plâtres et les critiques ont été assez ignobles. Mais est-ce que ces critiques vous atteignent, vous touchent, vous blessent? Absolument pas. Mais non. D'abord le film a été un grand succès auprès du public. 3 mois d'exclusivité dans 3 grands cinémas. Puis les critiques oublient toujours une chose, c'est qu'à la fois les spectateurs et les acteurs écrivent et qu'ils vous disent ce qu'ils vous pensent. Ils n'ont pas du tout le monopole du jugement. Autrement dit, j'ai reçu pour Les Oiseaux des centaines de lettres, dont 1 ou 2 étaient violemment contre, et les autres étaient extraordinairement chaleureuses. Alors ce qui s'est passé pour ce film est très curieux. Je viens de recevoir hier une journaliste littéraire qui venait m'interviewer à propos de mon livre. Et elle m'a dit qu'elle n'avait pas du tout aimé le film, mais que depuis elle n'a jamais pu l'oublier et que le film est devenu bon rétroactivement dans ses souvenirs et qu'elle y pense souvent. Eh bien, je l'ai entendu 20 fois, ça. Je l'ai entendu. Alors, vous comprenez, au théâtre, la critique tue la pièce et vous ne savez jamais ce que le public en pensera. Est-ce que le cinéma, c'est autre chose? C'est difficile pour un critique de détruire un film complètement. Qu'est-ce que vous attendez du cinéma comme moyen d'expression? C'est une très bonne question parce qu'il ne suffit pas d'avoir tous les moyens pour faire un film. C'est un combat absolument infernal. Mais peu importe, la vérité c'est que j'ai fait un film parce que j'éprouvais le besoin, et j'éprouve toujours le besoin visuel, de raconter des histoires visuellement. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que je m'abstienne parce que je suis romancier? Mais c'est tout de même un métier qui s'apprend. Non. Ça, alors, ça a été démystifié complètement. L'immense apport de la nouvelle vague, en dehors de talent proprement dit, en dehors de l'œuvre, leur immense apport a été d'avoir complètement démystifié le côté apprentissage du metteur en scène. Ce sont presque tous des critiques du cinéma qui se sont mis à faire du cinéma. Non, je ne crois pas qu'il y ait vraiment un apprentissage technique à faire. Si vous avez fait un bon apprentissage technique, cela ne vous sert à rien au point de vue amélioration de votre technique du metteur en scène. Mais ça vous permet d'empêcher les techniciens de vous imposer leurs lois. J'ai eu le cas d'une scène, un crachat dans le film, qui devait arriver sur la vitre d'un bar extérieur d'un café, et la femme était derrière, et elle devait donner l'impression qu'elle a reçu ce crachat à la figure, bien qu'elle fût à 5 ou 6 mètres derrière. On était pressé, la pluie, en fait, toutes les mauvaises conditions. Le producteur m'a dit, ce n'est pas la peine d'essayer, vous ne pouvez pas techniquement le faire, je suis un ancien caméraman, je vous dis que c'est impossible. Le caméraman, lui-même, qui est technicien de grande envergure, m'a dit, c'est impossible. Et vous comprenez, les foyers, enfin tout ce que... Je me suis foutu dans une colère absolument noire, je dis, on le fait. Eh bien, ils ont fait, et ils ont tous reconnu que c'est un des meilleurs plans du film. Alors là, si vous connaissez la technique, vous pouvez les envoyer promener. Dire il ne connaît pas le théâtre ou il ne connaît pas le cinéma, cela ne veut dire qu'une chose, il n'a pas de talent. Parce que le talent, si vous l'avez, il passe dans une certaine mesure, on dit il y a des défauts techniquement. Combien de films, les critiques ont-ils dit, très justement, techniquement ça ne vaut rien, mais c'est un grand film. Est-ce que votre connaissance du métier d'écrivain vous a aidé pour faire des films? D'abord, ce qui m'a aidé, en fait, c'est le montage. Parce que je monte mes romans également, quand je les ai terminés. Mais ce qui m'a aidé, c'est que comme romancier, je suis visuel. Quand j'écris quelque chose, je le vois sous mes yeux, littéralement avec tous les détails. Alors, cela m'a aidé d'une certaine façon, mais d'une autre façon, ça m'a rendu les choses plus difficiles, parce que vous ne pouvez pas disposer les traits sur le visage d'un acteur en une expression, comme vous pouvez le faire en décrivant. Il y a quand même le libre arbitre de l'acteur qui joue. Et dans une certaine mesure, je fais des erreurs de distribution. J'ai eu un excellent acteur sur lequel je me suis quand même cassé les dents parce que je n'ai pas su... je tenais trop pour acquis, avant Sans répétition, qui était déjà dans la peau du personnage, que tous les acteurs étaient dans la peau du personnage. Et bien, j'ai eu une énorme joie pendant le tournage parce que précisément je travaillais avec les acteurs et ce que j'aime chez eux, notamment Pierre Brasseur, qui n'est pas tout jeune, qui faisait des kilomètres sous la chaleur à pied dans le sable et qui avait une conscience professionnelle absolument extraordinaire et bouleversante. C'était une joie de le voir travailler, cet homme. Et vous savez, les conditions dans lesquelles il travaillait, j'avais 4 vedettes et le matériel, les 20 kilomètres de plage, pour transporter les vedettes et le matériel, j'avais une charrette avec un mulet. C'est tout ce qu'on m'avait donné.
alors que j'aurais dû avoir 4 ou 5 jeeps, etc. Ma plus grande leçon, c'est que le personnage finalement le plus important du film, c'est le producteur. Cela paraît bizarre, oui, en effet, mais on ne s'attend pas à le voir apparaître là. C'est la condition sine qua non. Pourquoi ? Parce qu'il vous donne les moyens ou il triche. S'il ne vous donne pas les moyens, s'il triche, vous êtes fichu. Et dans la dernière scène de mon film, Maurice René doit mettre la veste d'un chauffeur tué et la casquette du chauffeur pour montrer que ce n'était pas le grand amour qu'on croyait, mais qu'il prenait tout ce qui remplaçait simplement un autre chauffeur de la femme. Eh bien, il y avait une casquette. Calfon jouait le chauffeur, il était tué. Puis il y a le dernier plan, la séquence et le dernier plan du film. Maurice René met le veston, il ne met pas la casquette. Et alors je coupe, évidemment, et je demande la casquette. Pourquoi ne mettez-vous pas la casquette? Vous avez oublié? Il me dit non, pas du tout, et il met la casquette. Et qu'est-ce qu'on avait fait? Pour gratter 2 sous, on avait conservé pour les 2 acteurs la même casquette, celle du chauffeur, et il n'était pas question, elle restait sur le sommet de la tête de René. C'était ridicule, il était cocasse et risible, et était inutilisable. Et je n'ai pas pu avoir mon effet à la fin qui était capital. Vous voyez à quel salaud on peut avoir affaire dans ce métier. Je ne sais quelle économie, j'avais 14 mètres de travelling pour en faire 100 et 50, enfin, tout le temps c'était comme ça. Alors, je vous dis, vous dépendez entièrement de la bonne volonté et de la bonne conscience professionnelle du producteur, c'est absolument indispensable. Ça, c'est ma grande leçon. Inversement, est-ce que le cinéma vous a apporté une expérience utile à votre métier de romancier? Les procédés d'écriture cinématographique. Mon film ou le cinéma en général? Le cinéma en général. Ah oui, le cinéma en général, je dirais même que le cinéma en général, dès le début, a été pour moi une grande source d'inspiration comme romancier. Pas comme influence, puisque ce sont des moyens d'expression différents, mais rien ne remplace la variété des visages, des paysages et d'atmosphères qui défilent devant vous. Il y a des visages que aujourd'hui le monde entier a oubliés, mais qui ont marqué très profondément mon œuvre littéraire. Et je vous citerai le nom de Ricardo Cortés, que personne ne connaît aujourd'hui, bien qu'il soit encore vivant, et dans les affaires immobilières en Amérique à 74 ans. Eh bien, le visage de Cortés, dans un film qui s'appelait, je me souviens plus, avec un autre acteur qui s'appelle Philip Holmes, je me souviens du nom d'acteur, je devais avoir 14-13 ans. Eh bien, cette silhouette, ce panama blanc, ce visage de rastaquouère bizarre et ce costume blanc dans une atmosphère tropicale a profondément marqué mes premiers efforts littéraires. Ça, j'en suis sûr. Vous comprenez, le cinéma reste une leçon de la vie. Que ce soit bon ou que ce soit mauvais, on connaît, on rencontre un monde qui a un énorme rapport avec la réalité, tout simplement parce que les costumes sont peut-être des déguisements, mais ce sont des vrais costumes. Les visages ne sont peut-être pas ceux d'acteurs de génie, mais ce sont des vrais visages. Et évidemment, ça marque très profondément. Je suis persuadé que le cinéma constitue à cet égard un matériau d'œuvres futures, comme n'importe quelle réalité. Parce que dès que le film est joué, il rentre dans la réalité, dans votre expérience, et vous influence comme tout le reste de la réalité. Vous avez un film en train actuellement. Oui, que je retarde de plus en plus, à cause des facteurs du temps. Mais je prépare en effet un film entièrement américain, peut-être une version française, je n'en sais rien, que je compte tourner cet été. Mais nous avons pas mal de problèmes pour ce film, parce que j'ai été tellement échaudé par le climat au cours de mon premier tournage. J'avais prévu un tournage de 7 semaines, on a perdu 15 jours, ou 12 jours par la pluie, on ne les a pas remplacés. Et donc j'ai dû abréger tellement. Alors j'ai une peur bleue de la pluie, de la mauvaise saison. Je vais être sûr de le tourner dans des conditions parfaites au point de vue soleil. Mais rien ne vous décourage. Je vais vous dire quelque chose, lorsque tout cède devant vous, on se trouve pesant 120 kilos et complètement avachi dans un fauteuil, parce que ça, ce n'est pas possible. Je ne recherche pas la difficulté, bien sûr, mais il n'y a pas de substitut au stimulant de la difficulté. Tout est une difficulté dans la création. Chaque mot que vous écrivez, chaque image que vous filmez, dans la vie également. Depuis que je suis à Paris, c'est-à-dire depuis 15 jours, je deviens complètement dingue, c'est bien le cas de dire, par cette provocation constante que vous offre la vie, que vous présente la vie à Paris aujourd'hui, ne serait-ce qu'au point de vue circulation, dans le stationnement, ou dispersion, ou téléphone, ou bureaucratie des vivres extraordinaires. Tout est défi, et il faut. Vous ne renoncerez pas à la littérature pour le cinéma?
Écoutez, un beau jour, c'est pas très éloigné, tout cela renoncera à moi. Mais moi, je renonce à rien. Vous savez, j'ai 55 ans, et il est certain qu'un beau jour, tout cela va me dire au revoir et merci. Mais c'est pas moi qui le ferai, le premier. C'était Théâtre et Cinéma, le 7e des entretiens avec Romain Gary, au micro de André Bourrin, diffusé la première fois le 24 juin 1969 sur France Culture. Téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site franceculture.fr.